Il y a un nombre qui n'a besoin d'aucune explication, 330 000. C'est le nombre de soldats allemands que la 6e armée emmenait avec elle lorsqu'elle traversa le fleuve Don durant l'été de 1942, marchant vers une ville soviétique sur les rives de la Volga. 330 000 hommes, une force de combat si massive, si technifiée et si expérimentée qu'aucune autre armée allemande durant toute la Seconde Guerre mondiale ne parvint à l'égaler en puissance, en cohésion ou en palmarès de victoire. Ce n'étaient pas des recrues, ce n'étaient pas des improvisés, c'était l'élite forgée en Pologne, en Belgique, en France, en Yougoslavie et dans les énormes batailles d'encerclement du front de l'Est. Ils avaient détruit des armées entières, avaient capturé des centaines de milliers de prisonniers, avaient traversé des fleuves sous le feu ennemi et pris des villes en quelques jours alors que les manuels de tactique prévoyaient des semaines. Et pourtant, de ces 330 000, moins de 90 000 virent la fin de la bataille. À peine 6 000 parvinrent à revoir l'Allemagne. La 6e armée, l'unité de combat la plus puissante que l'Allemagne ait jamais construite, ne fut pas vaincue en rase campagne. Elle fut consumée, dévorée, effacée de l'histoire dans une ville transformée en ruine, rue par rue, bâtiment par bâtiment, étage par étage, pièce par pièce. Voici le récit de la naissance de cette force extraordinaire, de ce qui fit d'elle ce qu'elle était, et de la manière dont la grandeur même qui la définissait conduisit de façon presque inévitable à sa destruction totale. La construction d'une machine de guerre, origine, doctrine et ascension de la 6e armée. Pour comprendre pourquoi la 6e armée allemande fut l'unité de combat la plus redoutable que le Reich ait jamais déployée, il est nécessaire de remonter bien avant Stalingrad, bien plus loin en arrière. Il faut comprendre comment une armée de cette envergure fut construite, quels principes la guidaient, quels hommes la composaient et quelles batailles la trempèrent avant qu'elle n'atteigne la Volga. La 6e armée fut officiellement établie en octobre 1939, à peine quelques semaines après la fin de la campagne de Pologne. Elle ne surgit pas de nulle part. Ce fut la réorganisation de structures militaires préexistantes dans le cadre du plan d'expansion de la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, qui traversait en ces années l'une des transformations les plus radicales qu'une force armée ait jamais connue en si peu de temps. L'Allemagne était passée d'une armée de à peine 100 000 hommes autorisés par le traité de Versailles au déploiement de millions de soldats en moins d'une décennie. Mais ce qui distinguait l'armée allemande de ses homologues européens n'était pas simplement le nombre, c'était la doctrine. Le concept que les historiens militaires baptiseraient par la suite Blitzkrieg, guerre éclair, n'était pas en réalité une tactique, mais une philosophie de combat. Son principe central était d'une simplicité brutale. Ne pas attaquer la ligne ennemie sur toute son étendue, en cherchant l'usure, mais identifier un point de rupture, y concentrer une masse de puissance blindée et motorisée, et pénétrer si profondément et si rapidement que l'ennemi n'ait pas le temps de réagir de manière cohérente. La vitesse détruisait la volonté avant que le feu ne détruise les corps. La 6e armée absorba cette philosophie dès sa naissance. Son premier commandant en chef fut le général d'infanterie Walter von Reichenau, un homme qui incarnait les contradictions de l'officier allemand de cette époque, stratège brillant, technocrate militaire convaincu, et en même temps l'un des officiers les plus idéologiquement alignés avec le régime nazi au sein du haut commandement. Reichenau n'était pas une anomalie, il était un symptôme de l'époque, mais son influence sur la structure tactique de la 6e fut réelle et profonde. Il instaura une culture d'initiative chez les cadres intermédiaires, de décision rapide, d'agressivité soutenue. Dans l'armée allemande de cette époque, un commandant de bataillon qui identifiait une opportunité sur le champ de bataille avait non seulement l'autorité, mais l'obligation d'agir en conséquence sans attendre d'ordre d'en haut. Cela s'appelait Auftragstaktik, tactique de mission, et c'était le moteur invisible qui faisait que les unités allemandes se déplaçaient avec une vitesse et une coordination que leurs ennemis mirent des années à comprendre. La première grande épreuve de la 6e armée arriva en mai 1940, avec l'invasion de la France et des Pays-Bas. Opérant sous le groupe d'armée B, la 6e fut lancée contre la Belgique dans une attaque qui avait une fonction spécifique et calculée, servir de leurre. Tandis que le monde regardait vers la Belgique, s'attendant à ce que ce fût la direction principale de l'attaque allemande, le véritable coup venait par les Ardennes, où le groupe blindé de Kleist traversait un terrain que les Alliés avaient considéré comme infranchissable pour des forces mécanisées.
La 6e armée remplit sa mission avec une efficacité qui allait bien au-delà de la diversion. Elle combattit avec une férocité authentique, traversa la Meuse, démantela la résistance belge et avança vers le nord à un rythme qui ne laissait aucun répit aux défenseurs. Ce fut durant ces semaines que la 6e commença à bâtir sa réputation. Nous avancions si vite que moi-même je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait, écrivit plus tard un sergent d'infanterie qui participa à la campagne de Belgique. Un jour, nous traversions un pont sous le feu. Le lendemain, nous étions déjà 20 kilomètres plus loin. Je n'avais jamais rien vu de pareil. L'ennemi n'avait pas le temps de s'organiser. Nous non plus n'avions pas le temps d'avoir peur. Cette sensation, cette vitesse qui écrasait aussi bien l'ennemi que le propre instinct de prudence était caractéristique du combat allemand durant cette phase de la guerre. Et la 6e armée la personnifiait mieux que presque n'importe quelle autre unité. Après la chute de la France, la 6e fut réorganisée et préparée pour ce qui allait être l'opération la plus ambitieuse de la guerre allemande. L'invasion de l'Union soviétique, baptisée Opération Barbarossa, qui débuta le 22 juin 1941, le long d'un front de plus de 3000 km. Pour cette campagne, la 6e armée fut assignée au groupe d'armées sud, dont la mission était d'avancer depuis la Pologne et le sud de l'Ukraine vers le Donbass et le Caucase, les régions industrielles et pétrolières que Hitler considérait comme essentielles pour soutenir la machine de guerre allemande à long terme. Ce qu'ils trouvèrent en franchissant la frontière soviétique ne fut pas ce que beaucoup avaient espéré. L'armée rouge de 1941 était dans un état de crise profonde. Les purges de Staline dans les années précédentes avaient littéralement décapité son corps d'officiers. Des milliers de généraux, colonels et commandants expérimentés avaient été fusillés ou envoyés dans les camps de travaux forcés durant la période de 1937 à 1938. Les unités qui affrontèrent les Allemands dans les premiers jours de Barbarossa étaient souvent mal dirigées, mal coordonnées et dans des positions tactiques inadéquates. Les résultats furent catastrophiques pour les Soviétiques. La 6e armée, aux côtés d'unités blindées sous le commandement d'Ewald von Kleist, participa à une série de batailles d'encerclement qui figurent parmi les plus grandes de toute l'histoire militaire. Lors de la bataille de Kiev, en septembre 1941, les forces du groupe d'armées sud refermèrent une poche d'énormes proportions autour de 4 armées soviétiques complètes. Le nombre de prisonniers capturés dépassa les 600 000 hommes. Il n'existe pas de précédent comparable dans l'histoire de la guerre moderne. La 6e armée fut partie intégrante de cette manœuvre. Ces divisions d'infanterie fermèrent les flancs de l'encerclement. Elles résistèrent aux tentatives désespérées de percées soviétiques depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, et maintinrent la pression pendant des semaines sur un terrain de plaines ouvertes, traversé par des rivières et des ravins qui offraient peu de couverture. Je ne sais pas combien ils étaient, se souviendrait des décennies plus tard un officier d'infanterie allemand qui servit durant cette période. Je n'ai jamais vu autant d'hommes rendre les armes en même temps. Des colonnes interminables pendant des jours. Ils marchaient vers l'ouest sans que presque personne ne les escorte, parce que nous n'avions tout simplement pas assez de soldats pour les accompagner tous. C'était une image qui ne quittait pas l'esprit. Le triomphe de Kiev, cependant, était aussi un piège. L'Allemagne remportait des batailles de proportions épiques, tandis que le temps s'écoulait. La campagne de 1941 avait commencé en juin avec l'espoir d'une victoire en quelques semaines. En octobre, l'armée rouge avait subi des pertes qui auraient détruit n'importe quelle autre armée de la planète. Et pourtant, elle continuait d'exister, continuait de recevoir des renforts depuis l'Oural et la Sibérie, et continuait de combattre. L'hiver arriva. L'avance allemande s'arrêta aux portes de Moscou. Pour la 6e armée, ce premier hiver soviétique fut une épreuve différente de tout ce qui avait précédé. Les hommes qui avaient traversé l'Europe occidentale durant un été glorieux se retrouvèrent désormais par des températures de moins 40 degrés, sans équipement d'hiver adéquat, se maintenant dans des positions défensives contre des contre-attaques soviétiques qui arrivaient de nuit dans le silence des chutes de neige, avec une infanterie en tenue blanche qui émergeait des forêts et disparaissait avant l'aube. La logistique allemande, conçue pour une guerre courte, craquait sous le poids d'une campagne qui ne finissait pas. Le froid était différent de tout ce que j'avais pu imaginer, écrivit un simple soldat de la 6e armée dans une lettre qui ne parvint à destination qu'après la guerre. Ce n'est pas qu'il faisait froid et voilà, c'est que le froid changeait tout.
Les fusils s'enrayaient, les moteurs ne démarraient pas, les pieds cessaient de faire mal parce qu'on ne les sentait plus. Je savais que c'était pire, pas mieux. Et pourtant, la 6e armée survécut à cet hiver, absorba les pertes, maintint ses lignes dans les secteurs qui lui étaient assignés et entra dans le printemps de 1942 encore comme une force fonctionnelle et combative. Cela en soi était un mérite extraordinaire. De nombreuses unités allemandes sur le front de l'Est furent si décimées durant ce premier hiver qu'elles durent être dissoutes ou refondées pratiquement à partir de zéro. La 6e arriva en 1942, éprouvée, mais structurellement intacte. Sa chaîne de commandement fonctionnait. Ses divisions d'élite conservaient leur cohésion. Sa capacité opérationnelle était réelle. Ce fut dans ce contexte qu'arriva l'homme dont le nom resterait à jamais lié au destin de la 6e armée, Friedrich Paulus. Il prit le commandement en janvier 1942, remplaçant von Reichenau, décédé d'un accident vasculaire cérébral. Paulus était un officier d'état-major de tout premier ordre, méthodique, brillant dans la planification, prudent jusqu'à frôler la paralysie lorsque les circonstances le poussaient à improviser. Ce n'était pas un commandant à l'instinct de combat, comme Rommel ou Guderian. C'était un organisateur, un architecte d'opération. Dans une armée qui valorisait autant la planification méticuleuse que l'initiative des subordonnés, Paulus représentait la première de ces valeurs dans sa forme la plus pure et la seconde dans sa version la plus atrophiée. L'été de 1942 apporta l'opération Bleue, le grand plan allemand pour cette campagne. Une avancée massive vers le sud et le sud-est de la Russie, avec pour objectif de capturer les champs pétrolifères du Caucase et de couper le flux d'approvisionnement soviétique par la Volga. La 6e armée reçut un rôle central dans cette offensive, avancer vers l'est, traverser le Don et sécuriser le flanc nord de l'opération. Sur le chemin se trouvait Stalingrad, une ville industrielle sur les rives de la Volga, qui portait le nom de Staline lui-même et qui fabriquait, entre autres choses, les chars T-34 que l'armée soviétique déployait en quantité toujours croissante. Durant l'été de 1942, lorsque la 6e armée commença son avance vers cette ville, elle était l'unité de combat la plus expérimentée, la plus puissante et la plus complète que l'Allemagne eût déployée durant toute la guerre. 22 divisions, des centaines de chars, des milliers de véhicules motorisés, de l'artillerie lourde, des ingénieurs d'assaut, des unités anti-aériennes, une infanterie endurcie par 3 ans de combats continus, des hommes qui avaient traversé l'Europe d'ouest en est, qui connaissaient le goût de la boue polonaise, la pluie belge et la poussière ukrainienne. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la ville vers laquelle ils se dirigeaient n'allait pas se comporter comme aucune autre ville qu'ils eussent prise auparavant. L'enfer sur la Volga, la bataille de Stalingrad et la destruction de la 6e armée. Personne ayant vu Stalingrad depuis les airs durant l'été de 1942 n'oublia jamais cette image. Une ville longue, étroite, étendue sur plus de 50 km le long de la rive occidentale de la Volga, avec d'énormes usines qui crachaient de la fumée, même tandis que les obus tombaient sur leurs toits. C'était une ville ouvrière, fonctionnelle, sans la beauté architecturale de Kiev ou l'ampleur de Kharkov, mais elle avait le fleuve et elle avait le nom. Et ces deux facteurs en firent le lieu où la guerre changea de direction pour toujours. La 6e armée atteignit les faubourgs de Stalingrad en août 1942. Les premiers combats semblèrent confirmer ce que l'expérience passée promettait. Les soviétiques cédaient du terrain, se fragmentaient sous la pression combinée de l'infanterie et de l'aviation, et la ville semblait destinée à tomber en quelques semaines, peut-être en quelques jours. Le général Paulus calcula que la résistance organisée se briserait bientôt. Il ne fut pas le seul à se tromper, car Stalingrad n'était pas la France, n'était pas la Belgique, n'était même pas la steppe ukrainienne, où les grandes poches d'encerclement avaient fonctionné avec une précision d'horloger. Stalingrad était un labyrinthe de béton, d'acier et de décombres, où chaque fenêtre était une meurtrière, chaque cave était une forteresse, et chaque mètre de terrain coûtait des vies qui ne pouvaient être remplacées à la même vitesse qu'elles se perdaient. La Blitzkrieg, cette philosophie de mouvement et de vitesse qui avait fait de la 6e armée une machine imbattable en rase campagne, se retrouva piégée entre les murs de bâtiments détruits que les Allemands appelèrent avec un humour noir amer « Rattenkrieg », la guerre des rats. Nous n'étions plus une armée, se souviendrait un survivant des décennies plus tard, d'une voix plate,
celle de quelqu'un qui a appris à parler de ces choses sans laisser le tremblement transparaître. Nous étions de petits groupes, 4 hommes ici, 8 là-bas. Chaque bâtiment était un monde à part. On ne savait pas ce qui se passait à 50 mètres de soi. On entendait des coups de feu, et on ne savait pas s'ils étaient des nôtres ou de l'ennemi. Parfois, le savoir n'avait aucune importance. Le commandant soviétique de la défense de Stalingrad, le général Vassili Tchouikov, comprit quelque chose que ses adversaires mirent des semaines à accepter. La seule manière de survivre à l'intérieur de la ville était de ne laisser aucun espace entre ses propres lignes et celles des Allemands. Si les défenseurs soviétiques se collaient suffisamment près des attaquants, l'aviation allemande et son artillerie lourde perdaient leur utilité. Bombarder l'ennemi signifiait se bombarder soi-même. Tchouikov appela cela « étreindre l'ennemi ». Ces hommes le pratiquèrent avec une férocité qui n'avait de nom dans aucun manuel de tactique. La 6e armée saigna. Septembre, octobre. Les divisions qui étaient entrées dans la bataille avec des milliers d'hommes chacune se réduisirent à des squelettes. Certains régiments combattaient avec moins de 100 soldats effectifs. Les usines qui donnaient leur nom au secteur de combat, l'usine de tracteurs, l'aciérie Octobre Rouge, l'usine de canons Barricade, devinrent des noms que les soldats allemands prononçaient avec un respect silencieux, mêlé à quelque chose qu'il était difficile d'appeler autrement que de la peur. Non pas la peur aiguë du premier combat, mais la peur sourde et continue de celui qui sait que chaque jour qui se lève peut être le dernier, et que même survivre à la journée ne garantit rien quant à la nuit. À l'intérieur de l'usine, c'était différent, écrivit un caporal allemand qui servit dans les combats pour la barricade. Dehors, il y avait le ciel, même s'il était gris. Dedans, il n'y avait que l'obscurité, la poussière de ciment et le bruit, toujours le bruit. Les coups de feu dans ces espaces sonnaient différemment, plus secs, plus proches. On devenait sourd au bout d'un moment, et on combattait en silence en regardant des ombres. Tandis que la 6e armée se consumait dans cette machine de destruction urbaine, l'état-major soviétique exécutait en secret ce qui allait être la manœuvre stratégique la plus décisive du front de l'Est. L'opération Uranus, planifiée par les généraux Zhukov et Vassilevski, ne cherchait pas à renforcer Stalingrad. Elle cherchait à l'encercler. Les flancs de la 6e armée étaient protégés par des unités roumaines et hongroises, alliées de l'Axe, dont les forces, bien que nombreuses, ne possédaient ni l'équipement, ni l'entraînement, ni la doctrine pour résister à une attaque blindée massive en rase campagne. Les soviétiques le savaient. Ils avaient concentré en secret pendant des semaines d'énormes masses d'infanterie, de chars et d'artillerie au nord et au sud de Stalingrad. Le 19 novembre 1942, à 7h30 du matin, 3500 canons soviétiques ouvrirent le feu simultanément. Ce qui suivit dura moins de 4 jours. Les unités roumaines du nord s'effondrèrent sous l'avalanche. Celles du sud, attaquées le lendemain, connurent le même sort. Le 23 novembre, les bras de l'encerclement soviétique se refermèrent à Kalach sur le Don. La 6e armée, 330 000 hommes, était complètement encerclée. La réaction initiale à l'intérieur de la poche fut l'incrédulité. Beaucoup d'officiers et de soldats ne comprirent pas immédiatement l'ampleur de ce qui s'était produit. Les communications étaient confuses, les rapports contradictoires, mais ceux qui comprirent tout de suite, les commandants des divisions les plus aguerris, les officiers d'état-major qui connaissaient les cartes et les chiffres, ressentirent quelque chose que très peu décrivirent dans leurs journaux avec le mot juste. Le mot était désespoir. Quand j'ai su que l'encerclement était réel, que ce n'était pas un mouvement temporaire de l'ennemi, mais un piège refermé, je suis resté à regarder la carte pendant très longtemps, écrivit un lieutenant-colonel dont le nom ne survécut pas à la guerre. Je n'ai pas pensé à l'Allemagne, je n'ai pas pensé à ma famille, j'ai pensé aux hommes qui dormaient à 100 mètres de l'endroit où je me tenais debout, qui ne savaient pas encore ce que moi je savais déjà. Paulus demanda l'autorisation de tenter une percée vers l'ouest avant que l'encerclement ne se consolide. La réponse de Hitler fut non. Le Führer déclara Stalingrad une forteresse qui devait résister jusqu'à ce qu'un groupe de secours extérieur la libère. La 6e armée devrait maintenir sa position, ravitaillée par pont aérien, tandis que le groupe d'armée Don, sous le commandement du maréchal von Manstein, briserait l'encerclement depuis l'extérieur. Les deux prémices étaient fausses.
La Luftwaffe n'avait pas la capacité de ravitailler par voie aérienne 330 000 personnes. Et von Manstein, aussi brillant fut-il, ne disposait pas des forces nécessaires pour percer un encerclement soviétique qui se solidifiait à chaque heure qui passait. L'hiver s'abattit sur la poche de Stalingrad, avec une cruauté qui semblait délibérée. Les températures descendirent à -30, -40 degrés. Les rations alimentaires furent réduites d'abord de moitié, puis au tiers, puis à des quantités qui ne suffisaient pas à maintenir un homme debout. Les chevaux des unités d'artillerie furent abattus pour être mangés. Quand il n'y eut plus de chevaux, on mangea ce qu'il y avait. Les blessés mouraient dans des hôpitaux de campagne qui n'avaient ni médicaments ni chaleur. Les valides mouraient gelés dans les tranchées pendant leur sommeil. Au début, nous essayions de nous organiser, se souvint un des rares survivants qui vécut assez longtemps pour raconter ces jours-là. Nous avions de la discipline, nous étions des soldats. Mais il arrive un moment où le froid et la faim enlèvent à l'homme quelque chose qui n'a pas de nom. Ce n'est pas la peur, c'est quelque chose de plus profond. C'est la certitude que ce que tu fais n'a plus aucune importance. La tentative de déblocage extérieur, l'opération Tempête d'hiver de von Manstein, progressa en décembre, mais s'arrêta à moins de 50 km de la poche, incapable de surmonter la résistance soviétique avec les forces disponibles. À l'intérieur de Stalingrad, les hommes qui pouvaient entendre, les jours les plus clairs, le bruit lointain de l'artillerie de secours, virent ce bruit s'éloigner lentement, puis disparaître. Il n'y eut pas de secours. Ce qui vint ensuite, ce ne fut pas une bataille, ce fut une agonie, administrée en petites doses quotidiennes de faim, de froid et de plomb. Janvier 1943. L'armée rouge lança l'opération Anneau, l'assaut final pour liquider la poche. Les positions allemandes cédaient kilomètre après kilomètre. Les blessés qui ne pouvaient être évacués étaient abandonnés. Les valides combattaient avec ce qu'ils avaient, et c'était de moins en moins. Des unités entières disparaissaient, non dans de grandes batailles, mais dans le silence anonyme des bâtiments effondrés, dans les sous-sols, où les hommes s'entassaient en cherchant la chaleur et se réveillaient morts. « Je n'avais plus peur de mourir », laissa écrit un soldat sur un morceau de papier que quelqu'un retrouva de nombreuses années plus tard, parmi les décombres de la ville. « J'avais peur de mourir seul, sans que personne ne connaisse mon nom. » Le 31 janvier 1943, Friedrich Paulus, promu la veille au grade de maréchal de camp, dans un geste qui était simultanément un honneur et une sentence de mort déguisée, capitula devant les forces soviétiques. 2 jours plus tard, les derniers réduits au nord de la ville cessèrent de résister. La 6e armée avait cessé d'exister. Sur les 330 000 hommes qui étaient entrés dans l'encerclement, environ 90 000 furent capturés. Le reste était mort dans les combats, de froid, de faim, de maladie, ou dans les hôpitaux de campagne sans médicaments, où mourir était presque une forme de soulagement. De ces 90 000 prisonniers, la captivité soviétique fut elle aussi implacable quant à leur destin. La brutalité des camps, les maladies, l'épuisement et les conditions inhumaines tuèrent la grande majorité dans les années suivantes. On estime que moins de 6 000 soldats de la 6e armée revinrent un jour en Allemagne. Le dernier groupe le fit en 1955, 12 ans après la reddition. Stalingrad ne fut pas seulement la défaite d'une armée, ce fut la démonstration que la guerre pouvait dévorer même ce qu'il y avait de plus puissant qu'une nation eût construit et ne rien laisser, ni gloire, ni corps identifiables, ni épitaphe. Seulement des noms sur des listes que les familles consultaient avec des mains qui tremblaient, et du silence là où auparavant il y avait eu des hommes. La 6e armée fut reconstituée par la suite. L'Allemagne numérota de nouveau ses divisions, réorganisa ses unités, plaça de nouveaux commandants à la tête de structures portant le même nom. Mais les soldats qui savaient, ceux qui avaient été là-bas, les très rares qui survécurent, ne considéraient pas cette nouvelle unité comme la même armée. La véritable 6e armée, celle qui avait franchi la Meuse et le Dniepr, celle qui avait refermé l'encerclement de Kiev et saigné dans les usines de Stalingrad. Cette armée ne fut pas vaincue, elle fut détruite. Et il y a une différence entre les deux choses que seuls comprennent ceux qui un jour durent la regarder en face.